Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Bonjour Lola Valéjo et merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes directrice du programme Climat à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales à Paris. Oui, Alors merci. nous allons parler du programme climat de l'Union européenne. Face à l'urgence climatique, l'Union européenne a rehaussé ses objectifs de diminution de CO2 en 2020 et vise la neutralité carbone pour 2050. La Commission européenne a présenté de nouvelles réglementations pour y parvenir le 14 juillet. Il s'agit du paquet ajustement à l'objectif 55 ou Fit for 55. En quoi cela consiste ? Effectivement, la Commission européenne a présenté le plus grand paquet législatif jamais présenté sur les sujets énergie-climat. Et c'est vraiment majeur, un vrai premier test de la crédibilité de l'Union européenne dans son action contre le changement climatique. Elle s'était déjà engagée à la neutralité carbone et il y a d'abord eu un premier groupe de discussion sur quel devrait être l'objectif de court terme de l'Union européenne à 2030. Les États membres se sont finalement mis d'accord sur l'objectif le plus ambitieux qui était sur la table, qui est de réduire les émissions d'au moins 55%. Ce paquet législatif, c'est 12 mesures pour finalement expliquer comment l'Union européenne va réussir à atteindre cet objectif de au moins 55%. Ce paquet législatif, il comprend à la fois des révisions d'instruments déjà existants, mais aussi de nouvelles mesures, et il est aussi très transversal, c'est-à-dire qu'il s'attaque à tous les secteurs de l'économie qu'il faut décarboner, la production d'électricité, les transports, le bâtiment, l'industrie, et il est vraiment un premier pas majeur pour la cohérence de la politique en Europe, mais il va aussi être scruté à l'international, puisque c'est une façon de montrer à l'ensemble des pays qui sont attendus cette année pour présenter de nouveaux engagements, pour rehausser leur ambition climatique, que c'est possible de faire des politiques climat qui mettent beaucoup d'ambition sur la table. Alors, on va revenir peut-être sur le détail de ce paquet un peu plus tard, mais avant ça, j'aimerais revenir sur ces chiffres de 55%, 30%. Ce sont des négociations intenses à la Commission européenne qui ont décidé de ces montants de réduction des émissions. Mais quels sont les instruments pour mesurer la baisse de ces émissions, s'ils existent? Comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint les objectifs finalement? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, le moins 55%, il est important parce qu'il veut dire qu'on s'accorde pour réduire les émissions rapidement à court terme. Et de toute façon, on doit réduire très fortement les émissions. Il faut le faire le plus vite possible parce que c'est ça qui est le plus efficace pour limiter les impacts les plus dangereux du changement climatique. Ensuite, à un moment donné, on sait mesurer via des inventaires, et ça, les États font ça depuis des décennies, quelles sont les émissions réalisées sur un territoire. Concrètement, qu'est-ce que c'est ces inventaires? Des inventaires, ça veut dire mesurer, par exemple, combien de litres de pétrole ont été consommés sur un territoire. On sait quel est le contenu carbone d'un litre de pétrole. On fait une règle de 3 et ça nous permet de connaître nos interventions. Il faut multiplier ça évidemment par le nombre de sources de consommation d'énergie. Il y a des émissions liées aux consommations énergétiques, c'est la plus grande part de nos émissions. Il y a aussi d'autres types d'émissions qui sont non liées aux consommations énergétiques dans des secteurs comme l'agriculture ou l'industrie, mais on sait très bien mesurer tout ça, et donc on va vraiment être en mesure de savoir où en sont les émissions. On va suivre le curseur, mais il faut voir que d'ici à 2030, la réduction ne va pas forcément être linéaire. Le plus important, c'est de dire qu'on a des instruments qui nous permettent d'atteindre cet objectif de moins 55% à 2030. Et pour ça, c'est en amont de la présentation de ce paquet législatif qu'il y a eu beaucoup d'études pour essayer d'imaginer quel serait l'impact de ces mesures. Donc on va à la fois faire un suivi au fil de l'eau, mais on a fait un suivi a priori de quel allait être l'impact de ces différentes mesures. Alors parmi les textes, les nombreux textes qui ont été présentés, il y a un sujet qui retient particulièrement l'attention, c'est la révision de l'ETS, le système communautaire d'échange de quotas d'émissions. Pourquoi ce mécanisme est-il aussi important et pourquoi est-il nécessaire de le réviser? Alors, il y a 2 sujets sur la question de l'ETS. D'abord, on a un ETS qui existe déjà, qui s'applique aux installations qui produisent de l'électricité et aux installations industrielles, c'est-à-dire les secteurs
qui ont très peu de points d'émission, où on sait mesurer et où on s'occupe de quelques usines, pour faire court. On utilise ce qu'on a, pour l'appeler vite, le marché carbone, pour donner un prix aux émissions de CO2. Et on a un premier enjeu, c'est que sur ce marché existant, on a besoin de renchérir le prix du CO2, c'est-à-dire de donner moins de quotas, moins de crédits d'émission, pour qu'en fait, ça encourage d'autant plus l'électricité et l'industrie à continuer à réduire leurs émissions. Ils ont besoin d'un signal prix pour ce faire, et c'est ça le rôle du marché carbone. Donc ça, c'est le premier ETS. La deuxième question, c'est que ce paquet législatif fait une proposition pour faire un nouveau marché carbone, cette fois sur les secteurs du bâtiment et du transport, mais c'est une question encore très ouverte politiquement et potentiellement très risquée. Alors, ce système d'échange de quotas d'émissions est une mesure forte, mais qui comporte aussi des risques, notamment celui des fuites de carbone, c'est-à-dire la volonté de délocaliser des entreprises européennes vers d'autres pays avec une réglementation moins contraignante. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème à mettre en place des normes européennes plutôt contraignantes dans un contexte de compétition internationale avec des pays dont les réglementations le sont moins? Tout à fait. Le renchérissement du prix du carbone pour le secteur électrique et le secteur industriel, via ce marché carbone, s'accompagne de risques de fuite de carbone accrus, du moins dans un premier temps. Et pour rétablir une juste concurrence, une autre proposition de la Commission s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est un terme un peu barbare, mais qui en fait revient à dire que pour les produits que l'on importe, qui auraient un contenu carbone plus important, parce qu'il vient de pays où il y a moins de réglementation et moins d'efforts, on taxerait ce carbone-là pour finalement offrir un jeu de concurrence non faussé et que les entreprises européennes ne soient pas désavantagées. Ça voudrait dire faire des ajustements parce que pour être cohérent, à l'heure actuelle, les entreprises européennes, elles ont aussi une allocation gratuite de crédit carbone. Donc, il faudrait faire une transition pour enlever ces quotas gratuits et taxer ces importations pour que ces entreprises ne soient pas aidées deux fois. Donc, il y a encore beaucoup de questions à régler, mais voilà l'objectif de ce qu'on appelle cette taxe carbone aux frontières, pour la dire rapidement. Mais c'est une mesure qui est potentiellement très risquée aussi sur le plan international, parce qu'elle peut être perçue comme une mesure de protectionnisme déguisé ou une mesure unilatérale. Donc, il est très important que l'Europe communique très clairement sur ses objectifs et s'assure qu'elle soit bien comprise par ses partenaires commerciaux. Alors, pendant la crise sanitaire, un débat a ressurgi, celui de la réindustrialisation de l'Europe, c'est-à-dire la relocalisation sur le sol européen d'une partie de la production. D'après vous, est-ce que ces ambitions industrielles sont compatibles avec les ambitions climatiques européennes? Le pacte vert européen, c'est un projet politique et c'est aussi un projet pour l'emploi. La crise du Covid-19 a aussi montré que dans certains secteurs stratégiques, c'était important. L'Europe voulait avoir une capacité de production autonome. L'idée n'est pas de tout produire en Europe, mais la Commission souhaite diversifier ses sources d'approvisionnement et identifier pour certains produits plus stratégiques d'avoir des champions européens pour au moins pouvoir se reposer sur des fournitures européennes. C'est le cas notamment de certains secteurs dans le digital, et c'est aussi vrai pour des technologies vertes, notamment la question des batteries, mais aussi tout ce qui est autour du développement de l'hydrogène bas carbone, qui va être un élément important de la décarbonation dans certains secteurs difficiles à décarboner, comme l'industrie. Donc il y a un enjeu industriel, mais ce n'est pas forcément incompatible avec l'atteinte de la neutralité carbone. Ce qui est aussi très important, c'est que l'Union européenne aide les pays partenaires, via sa politique de développement et de coopération, à décarboner chez eux leur chaîne de production. Alors, vous venez de parler des batteries. La Commission européenne envisage la suppression complète des émissions automobiles d'ici 2035. C'est une mesure qui inquiète énormément le secteur automobile, français notamment, en raison des coûts que cela va engendrer pour passer au tout électrique. Pour certains secteurs, notamment l'industrie automobile,
Le passage à une croissance verte va supposer des investissements colossaux et parfois même une reconfiguration. Est-ce que ces obstacles seront franchissables d'après vous? J'ai pas de boule de cristal, je peux pas dire s'ils sont franchissables. Par contre, c'est sûr que on est en train d'ouvrir une séquence politique qui va être très importante et vraiment difficile, parce que pendant 2 ans, les États vont négocier entre eux et avec la Commission, mais aussi avec leur propre société civile, comment arriver à mettre en œuvre ces différentes mesures. On sait déjà que certains sujets vont être extrêmement tendus, et poser des questions aussi de justice sociale. Donc c'est très important de penser dès le départ comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que certains foyers plus modestes ou certains secteurs d'activité ne soient pas complètement pénalisés. Pour la question, par exemple, de décarboner les voitures, il y a déjà énormément de pays en Europe, plus d'une dizaine, qui ont pris des engagements pour mettre fin à la vente de véhicules thermiques sur leur territoire. Et il y a aussi beaucoup de décisions industrielles qui sont déjà prises par beaucoup de constructeurs pour complètement changer leur chaîne de production et les produits qu'ils proposent aux consommateurs. Donc finalement, il y a une reconfiguration qui est déjà en train de s'opérer. Un signal au niveau européen, ça peut permettre quelque part de donner un peu plus de lisibilité et peut-être plus de certitude pour les constructeurs qui ont déjà commencé à faire le pas et d'envoyer un signal important aux autres. Alors, si on prend le cas de la France, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté en 2019 de 1,9% d'après le dernier rapport du Haut Conseil sur le climat. C'est un chiffre plutôt encourageant, mais qui ne permettrait pas d'atteindre les objectifs fixés pour 2030. En regardant l'évolution actuelle des émissions dans les pays européens, est-ce que ces pays seront à même, d'après vous, d'atteindre les objectifs fixés? Alors déjà, pour la nouvelle, les émissions liées l'année où en fait on a subi de plein fouet l'épidémie de Covid-19, c'est vraiment une fausse bonne nouvelle et il faut absolument pas s'en réjouir. Déjà, ça montre une chose, c'est que même quand on met l'économie à l'arrêt avec des coûts sociaux absolument monstrueux, en fait, on n'a pas des réductions qui sont de l'ordre de ce qu'il faudrait faire pour être aligné avec ce que demande la science. Donc, même en imaginant une économie à l'arrêt, ça ne suffit pas. Ça montre bien qu'il faut vraiment changer structurellement les moyens de production et les façons de consommer pour arriver à être sur les rails de nos objectifs climatiques. Ça montre aussi que c'est très difficile d'envisager qu'on ait une action climatique volontariste si on n'a pas aussi une attention très juste au pacte social et finalement aux mesures de redistribution, parce qu'on est en train de parler de changements structurels majeurs et on arrivera à les mettre en œuvre. En France, on le sait bien, on a vu les gilets jaunes avec une augmentation de la taxe carbone qui a mis le feu aux poudres. On sait très bien qu'on arrivera à remplir ces objectifs et à mettre des mesures ambitieuses en place que si on a la justice sociale vraiment au cœur de notre réflexion également. Les derniers mois de cette année 2021 seront marqués par des événements internationaux très importants pour le climat et l'environnement. Le Congrès mondial de la nature de l'IUCN, la COP biodiversité, la COP 15 biodiversité de Kunming et puis la COP 26 climat de Glasgow. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ces échéances et sur le lien entre biodiversité et climat? Effectivement, 2021, ça devait être 2020, mais forcément, épidémie oblige, tout a été décalé d'1 an. C'est une année vraiment majeure pour 2 processus onusiens, fondamentaux pour, notre planète. Côté biodiversité, la COP 15 est un moment de refondation où on va essayer d'arriver avec un nouveau cadre de gouvernance internationale sur comment on arrive à enrayer, l'effondrement de la biodiversité qu'on voit actuellement. Il y a une première proposition qui a déjà été mise sur la table et qui va être négociée âprement par les gouvernements à la COP 15 et qui pose des objectifs emblématiques, protection de 30% d'air protégé, mais qui essaye surtout au-delà des objectifs d'opérer un tournant avec notre politique de protection de la biodiversité. Côté climat, c'est une année où on attend que les États présentent de nouveaux engagements plus ambitieux. Certains l'ont déjà fait, d'autres sont encore attendus là-dessus. Mais il y a effectivement un lien très fort entre ces 2 processus parce que c'est une façon finalement de parler des mêmes objets. Et on voit qu'il y a des liens très forts. Les organismes scientifiques spécialisés, le GIEC pour le climat,
Libbès pour la biodiversité, ont d'ailleurs fait un premier rapport conjoint pour pointer du doigt les liens très étroits entre ces deux questions, c'est-à-dire qu'on peut, il y a des synergies très importantes à sauver le climat qui est bon pour la biodiversité, et vice-versa, on a besoin d'une biodiversité en bonne santé pour réussir à atteindre nos objectifs climat. On estime que environ 30% de nos efforts de réduction d'émissions pourraient être soutenus par la nature, le rôle que jouent les écosystèmes, l'océan, les sols, les forêts, etc. Donc, c'est très important d'avoir un objectif ambitieux sur les deux plans cette année. Merci Lola Valéjo. Merci à vous. Et merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Pour tout vous dire sur Facebook. À bientôt.